Pour ce nouvel épisode de Gathémérie, j'ai le plaisir de recevoir Jean-Claude Legrand, le DRH Monde de L'Oréal. J'ai voulu recevoir Jean-Claude sur le podcast pour plusieurs raisons. Déjà, Jean-Claude n'est pas directeur des ressources humaines, mais des relations humaines. Et ça fait une vraie différence. C'est le directeur des relations humaines d'une des plus grandes entreprises mondiales et je voulais comprendre leur gestion des hommes de l'intérieur. Mais surtout, parce que j'adore l'impertinence de Jean-Claude. Il a une personnalité singulière qu'il assume totalement et ça, c'est vraiment rafraîchissant. Dans cet épisode, Jean-Claude nous parle de son enfance en Aix-en-Provence. Il nous partage son parcours et comment il est passé d'un rêve de vétérinaire à celui des relations humaines. Il nous plonge bien sûr dans l'univers de L'Oréal. On a beaucoup parlé de diversité et d'inclusion. Et enfin, il nous partage les valeurs profondes qui l'animent. J'ai adoré mon échange avec Jean-Claude et vous allez voir, il est bouillonnant d'énergie. Je me suis beaucoup amusée pendant notre échange, mais je ne vous en dis pas plus et vous laisse écouter ma conversation avec Jean-Claude Legrand. Bonjour Jean-Claude. Bonjour. Merci de me recevoir dans vos bureaux. Bah écoute, moi je suis effectivement... Vous voulez qu'on se tutoie? On se tutoie tout à fait. Okay. Tu as pris ma phrase, je suis ravi de te recevoir dans mon bureau. Merci, c'est très gentil. Alors moi je te suis depuis un petit moment sur LinkedIn et j'aime beaucoup ton impertinence. Voilà. Toi tu dis que tu parles d'insolence, je n'oserais pas. Moi je me lance ces deux, tu sais. Mais du coup d'où ça devient? Moi ça m'intéresse. C'est âgé, ça me vient de mon enfance où très vite dans ma famille on a trouvé que j'étais insolent. Alors la différence entre l'insolence et l'impertinence, on pourrait rentrer dans un débat assez amusant sur qu'est-ce qui différencie les deux. Non, moi ce qui m'amusait c'est surtout effectivement à l'époque de contredire. Okay. Pas uniquement pour l'esprit de contradiction, mais ou de m'exprimer vis-à-vis d'une société dans laquelle j'ai été élevé dans les années 70, où effectivement il y avait quand même, fallait laisser parler les adultes. Les adultes. Moi, c'est amusant parce que souvent les gens vont expliquer comment est la société européenne, africaine, française. Bon, moi je veux dire, je suis très très pragmatique. Je veux dire comment ça se passait chez moi. Chez moi, c'était plutôt les hommes qui avaient la parole, même si les femmes n'hésitaient pas à la prendre et avec une forme d'insolence, voilà. Et notamment en maniant l'humour, qui est toujours quelque chose qui me permet de sortir des pires situations, des plus embarrassantes, des plus gênantes, en essayant d'utiliser ça pour faire se rendre compte du décalage et des écarts qu'il peut y avoir. T'as un exemple, une anecdote particulière sur ça? Et sur ça, oui, comme ça. Ouais, spontanément. Voilà, un jour, mon père me fatiguait au plus haut point. J'étais jeune et j'ai commencé à l'appeler du nom qu'il avait écrit sur son t-shirt. Il avait un t-shirt avec un nom de ferme. Donc ça l'a déstabilisé devant tout le monde. Et du coup, on lui a donné ce surnom pendant longtemps. Donc et justement, j'allais te demander, quels sont tes souvenirs d'enfance? T'as grandi où? T'es né où? Voilà, comment t'étais... Mes souvenirs d'enfance, ils sont essentiellement dans le sud de la France. Hein. Moi, je viens du sud de la France. D'où de... Aix-en-Provence. Aix-en-Provence, ok. Voilà, donc je viens d'Aix-en-Provence et dans Aix-en-Provence, c'est amusant parce que c'est des mots qu'on n'utilise pas, mais dans la banlieue ou dans la périphérie, enfin en dehors d'Aix-en-Provence. Oui, c'est vrai qu'au banlieue, on n'en parle qu'à Paris. Où habitaient mes grands-parents. Et donc là, j'ai beaucoup de souvenirs d'enfance c'était un jardin. Et donc, si tu me demandes des souvenirs vraiment, voilà. Donc moi. T'avais des rêves particuliers, des rêves d'enfant? Tu rêvais de devenir quoi, tu sais ou pas? Ah non, vétérinaire. C'est vrai? Si tu me demandes ce que je voulais faire, oui, bien sûr, quand j'étais plus jeune, je voulais être vétérinaire, m'occuper des animaux. Et j'étais vraiment pas du tout assez fort à l'école pour ça. Donc, c'est un rêve qui s'est vite envolé, mais non, j'avais envie de m'occuper des animaux, ouais. Ouais, du coup, j'allais te demander aussi ton rapport à l'école, etc., mais ouais, c'était pas... Mon rapport à l'école est pas très bon, parce que mon rapport à l'école, mes parents, ils n'ont pas vraiment... c'est pas des gens qui ont beaucoup fréquenté l'école. Mon père a arrêté très tôt ses études, donc il n'y avait pas une grande attente. Ma mère a fait des études à l'université, à la fac d'histoire, donc on avait beaucoup de mal à comprendre à quoi ça lui servait. Et elle nous l'expliquait, même si elle était passionnée par l'histoire. Mais non, tu vois, si je me rappelle là aussi comme ça, je me souviens, j'en veux quand même à mes parents de m'avoir fait redoubler. Ça, tu sauras tout, tu vois, le CE2, c'est d'une inutilité totale. Je me suis retrouvé complètement plongé dans une autre classe avec d'autres personnes. C'était un moment dont je me souviens comme difficile, ça m'a servi absolument à rien de redoubler. Voilà, donc j'ai perdu un an, j'avais soi-disant un an d'avance, que je suis né en janvier, donc j'ai rentré un peu plus tôt à l'école. Inutilité. Donc quand j'ai des profs face à moi aujourd'hui qui me parlent de mes enfants, machin,
leur dis, écoutez les enfants, notamment cette idée de faire redoubler pour soi-disant des questions primaire, de maturité au primaire, perte de temps, perte d'énergie, j'ai dû tout recommencer. C'était un très mauvais souvenir. Et en parlant, quand vous avez parlé de vos parents, quelles ont été les valeurs qu'ils vous ont transmises une seule valeur. Ouais. Une valeur extrêmement importante, c'est celle du travail. Ouais. Ah ouais, moi j'ai toujours vu beaucoup travailler mes parents, enfin, surtout ma mère, qui était commerçante, et donc voilà, donc ma mère travaillait tout le temps, sauf le dimanche. Donc si je voulais voir ma mère et passer du temps avec elle, il fallait que j'aille le samedi avec elle dans sa boutique. Et donc c'était une expérience d'ailleurs qui m'a beaucoup servi. C'est peut-être une des expériences qui m'a le plus servi dans ma vie aujourd'hui. Hein, c'est de voir le comportement, l'égoïsme, la difficulté des gens. Oui, c'est très amusant. Intéressant. Et qu'est-ce qui vous a mené vers les RH? Parce que, enfin, on va pas faire tout le parcours non, ce qui m'a mené vers les RH, c'est toujours pareil. Moi, je crois beaucoup aux rencontres. Alors, quand tu es plus jeune, tu te rends pas compte, donc tu les fais de façon fortuite. Ça repose sur l'idée d'être quand même curieux. Non, c'est un de mes copains qui m'a fait lire un livre qui était sur un métier méconnu à l'époque, qui était le métier des chasseurs de tête. Et je me suis dit que ça m'intéressait l'idée d'aller trouver des gens, chercher des gens, parler avec des gens. À l'époque, c'était très méconnu. Hein. On est dans les années 80. Faut imaginer ce qu'étaient les années 80. Ça paraît d'abord, c'était un autre siècle, mais ça paraît vraiment un autre monde, ouais. Et donc voilà, je me suis orienté. Et par les hasards, là aussi des rencontres, j'ai découvert qu'il y avait une formation qui venait de démarrer l'année d'avant à Dauphine, à l'université Paris-Dauphine, pour former des gens à faire de ce qu'on commence à appeler la gestion des ressources humaines, qui était un métier assez neuf en fait. Et donc voilà, je me suis formé en 1987, tu vois, il y a 35 ans. Ok. Ton âge. Un peu plus âgé que ton âge. Un peu plus vieux. Mais c'est pareil. 35 ans, on peut faire toi ou 35 ans d'expérience dans le domaine des ressources humaines. Ouais. Et j'ai pas encore 35 ans en plus, donc. Et juste avant, tu faisais quoi du coup? Enfin, quand tu dis que tu t'es réorienté, c'est-à-dire tu faisais. Ah non, parce que moi je te l'ai dit, je viens d'Aix-en-Provence, donc j'ai démarré mes études à Aix-en-Provence, à Sciences Po à Aix-en-Provence, à l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence. Puis ensuite, je suis venu à Sciences Po à Paris. Et en fait, comme à Aix, il y a plutôt une bonne spécialité en matière de droit, plutôt une formation en droit public. Et le rêve, beaucoup de gens de ma génération, c'était d'intégrer l'ENA. Et justement, contrairement à beaucoup de gens qui en parlent en mal, moi j'en parle plutôt en bien, parce que il faut savoir, là aussi, c'est très important dans la vie, savoir ce à quoi on est bon, machin. Moi, j'ai préparé l'École nationale d'administration et j'ai échoué en 1986, 87. Et c'est pour ça que je me suis réorienté. D'accord. Je me suis réinventé déjà une première fois, tu vois, j'avais 22 ans. Et je suis pas dans une logique qui est de se dire, comme beaucoup de gens, c'est parce que j'ai échoué que c'est école. Non, moi, pendant cette année, j'ai rencontré des gens formidables, dont certains ont intégré l'ENA. Et je pense que casser du sucre sur le dos de l'ENA est complètement contre-productif. Je n'ai pas d'intérêt, je ne suis jamais allé à l'ENA moi-même, je n'y ai jamais enseigné, je n'en connais pas les dirigeants, je n'ai rien à défendre ou à protéger. J'ai juste à être honnête, donc ce qui est un exercice que j'encourage tout le monde à faire avec le plus honnête intellectuellement, en tout cas, au minimum. Et donc voilà, j'ai présenté l'ENA, échoué à l'ENA, et je me suis réinventé une première fois à 22 ans, en rentrant à Dauphine pour faire des ressources humaines. Donc je suis reparti de zéro. Ouais. Parce que tout ce que j'avais inventé... Parce que si tu me demandes à cette époque-là ce que je voulais faire, je voulais diplomate. J'allais dire, on n'est pas dans la bonne voie là. Mais j'ai un problème invisible. Donc là, face à moi, tu ne peux pas t'en rendre compte. Dis-moi. Et d'ailleurs, en ce moment, je m'intéresse de nouveau à cette question. Je suis très dysorthographié. Donc je pense à mes pauvres profs qui lisaient mes copies à l'époque. Il fallait quand même que j'ai beaucoup d'idées mais je suis dysorthographié. Là aussi, je dois à ma maman qui m'a expliqué pendant très longtemps que l'orthographe était la science des ânes. Donc je n'y apportais pas beaucoup d'intérêt. Je t'ai expliqué, j'ai redoublé une classe à l'école primaire, pardon. Donc si tu veux, j'avais pas des bases très solides qui m'ont quand même permis de faire ces études. Et puis ensuite, surtout de reprendre un autre virage qui est celui de la vie. Et tu sais comme moi, même si tu n'es pas très expérimenté encore, mais qu'il y a un grand écart entre ce qu'on peut apprendre dans les écoles supérieures ou pas, et puis ensuite ce qu'est la vie et ce qu'on peut essayer de réaliser dans la vie. Donc voilà. Très bien. Donc moi, je suis plutôt quelqu'un fait pour les épreuves de la vie, tu vois. Et là, je suis servi parce que, tu vois, les enchaînements dans les dernières années, enchaîner la crise du Covid, puis maintenant la guerre en Europe, c'est effectivement, il faut plutôt être
comment te dire, solide dans l'expérience de la vie, ce que ma vie et l'éducation que j'ai eue, venant moi-même des classes moyennes, m'a préparé à affronter plutôt que être dans un milieu ouaté où les problèmes n'existaient pas. Moi, je sais ce que c'est, je l'ai connu, je l'ai vécu, je le vis encore avec mes parents, de finir une fin de mois, de tout ça, voilà. Alors, je ne bouffais pas des pâtes à la maison, mais on ne roulait pas sur l'or. Ah, tu vois, par exemple, tu parlais de mes vacances. Moi, je ne suis jamais parti en vacances avec mes parents. Mes vacances, c'était à Aix-en-Provence. Mais c'est très bien comme ça. Je n'ai aucun crimony, aucune... C'était la vie. Non, bien sûr. Je comprends parfaitement. Et donc, tu fais des ressources humaines. Qu'est-ce qui t'amène chez L'Oréal? Comment ça se passe? Une chasse. En fait, je suis chassé. Ouais, tout à fait. Je travaille déjà depuis plusieurs années. Et c'est absolument le hasard. Je n'ai pas nécessairement... c'est amusant si tu me redemandes d'ailleurs dans les gens avec qui j'ai fait mes études, des gens sont à ce moment-là rentrés chez L'Oréal. Je ne trouvais pas d'affinité particulière avec eux. D'accord. Voilà, donc moi j'ai tracé mon propre parcours. J'étais recruté par mes profs, qui étaient mes profs à Dauphine, qui m'ont proposé de les accompagner dans une aventure dans le conseil. J'ai fait du conseil dans le domaine des ressources humaines. Je me suis dit, j'ai pas appris grand-chose à Dauphine, je vais l'apprendre maintenant en pratiquant. Ce que j'ai fait pendant 2 ans et demi. Puis ensuite, je suis rentré dans une entreprise d'informatique. Alors à l'époque, on disait de bureautique, d'informatique, qui s'appelait Olivetti, qui est une boîte italienne extraordinaire avec des valeurs très fortes, et notamment des valeurs humaines très fortes, mais qui était très très chahutée. Là, j'ai été formé à très dure école parce que je suis resté 5 ans, tu vois. Et dans ces 5 années-là, j'ai fait 5 restructurations, notamment en 1993, dont je me rappelle. Ah, quand même. Ouais, qui était une année très difficile. J'ai dû mener 2 restructurations, participer activement à 2 restructurations. Je ne les menais pas tout seul à l'époque. Et puis, en 1995, j'ai été chassé par... il y a donc 27 ans maintenant, j'ai été chassé par L'Oréal. Et j'ai rejoint L'Oréal il y a 27 ans. Ouais, donc sacré. Et quand t'es arrivé, quelles ont été tes premières impressions? Enfin, t'avais quel âge du coup quand t'es arrivé? Quand j'ai rejoint L'Oréal, tu vois, je suis né en 65. Désolé, du coup, les gens sont... Pas de problème, j'ai aucun problème, je ne cache rien du tout. Très bien. Je suis né le 1er janvier 65, ça ne peut pas s'oublier. Et donc, quand je suis rentré, j'avais 31 ans. Ouais, ok. Et du coup et du coup, quand t'es arrivé, ton premier poste, c'était quoi? DRH directement? Ah non, ouais, c'était alors d'abord, le premier poste chez L'Oréal, et c'était déjà formidable à l'époque, et depuis, j'ai embelli, ou en tout cas amélioré le mieux possible avec mes équipes ça, mais on fait tout un parcours d'intégration, donc j'ai été sur la route pendant plusieurs mois. Je me suis retrouvé en Normandie à vendre du maquillage. À l'époque, la marque existait encore, elle s'appelait Je Mets, maintenant elle a été absorbée par la marque Maybelline. Et donc j'ai vendu des produits de maquillage, mais Je Mets avait un catalogue très puissant, puisqu'on avait aussi des produits solaires de la marque Club Méditerranée. Il y avait aussi un truc, beaucoup de parfums. On était en plein lancement de Harley Davidson, Marussia, Gloria Vanderbilt. Génial. Les eaux jeunes, je vais pas te faire tout, mais donc j'ai vendu du parfum. Et tu vois, c'est drôle parce que là, tu es dans mon bureau. J'ai encore une photo, je viens de la regarder ce matin. J'ai une photo juste là d'une implantation que j'avais fait à l'Intermarché de Louviers. Si jamais l'adhérent de l'Intermarché de Louviers nous entend, je le salue. Et j'avais réussi à remplacer un rayon magnifique d'essuie-tout et de papier toilette par du parfum. Donc j'ai toujours cette photo. Voilà, je vais te la montrer. Je veux bien voir. Elle est à portée de ma main parce que je te dis, je l'ai rangé ce matin. Regarde, je l'ai rangé pour toi là. T'imagines, regarde, comme elle est usée et abîmée. Donc, tu vois, donc c'est l'Intermarché, oui, c'était un Instamatic Kodak, c'est l'Intermarché de Louviers réimplanté. C'est une commande, t'imagines, j'ai encore la commande, t'imagines, c'est une commande de 60 000 francs. 60 000 francs. Ah oui, on est pas passé à l'euro, là. Ouais, mais je sais même, enfin. Ah oui, tu vois pas ce que ça représente, 60 000 francs? Ça fait 10 000 euros. 10 000 euros, oui, c'est ça, oui. Une commande de 10 000 euros. C'était un truc de dingue. Regarde, j'avais poussé le Xtra et j'avais mis toute une implantation. Tu vois, il y avait du Echter. J'ai fait une implantation de parfum. Et en fait, je m'étais un malin plaisir à faire ça parce que quand tu parlais d'insolence ou de différence, les gens qui me manageaient savaient que j'avais vocation à faire des ressources humaines. Donc pour eux, quelqu'un qui fait des ressources humaines, c'est bien sûr pas quelqu'un qui fait des affaires. Mais du coup, c'est intéressant ce truc parce que toi, tu me dis que t'es entré en ressources humaines, mais du coup, t'es sur le terrain en train de vendre. Oui, mais alors après, on va se mettre d'accord sur ce que ça veut dire faire des ressources humaines, en tout cas pour moi. Oui, mais du coup, c'est ça. Faire des ressources humaines, pour moi, c'est d'abord s'occuper des gens, mais c'est surtout être très, très, très opérationnel. Souvent, même encore, tu vois, à mon âge et avec l'expérience qui est la mienne,
dans des comités ou des choses comme ça, ils disent mais pourquoi il est venu poser une question là-dessus? Bon, moi je pose des questions quand j'ai des questions à poser. Je pose pas les questions qu'on attend que je pose, si tu veux. Oui. Et il vaut mieux le savoir quand tu travailles avec moi, parce que sinon tu peux être très très surpris. L'impertinence. Oui, et là, on t'attend pas faire des différences. Tu vois, c'est tout le sel de la vie. Et en plus, c'est un sel qui m'amuse, parce que comme je parle sans accent, même si j'ai été élevé une grande partie de ma vie. Oui, c'est vrai, t'as pas l'accent marseillais. Il ne faut pas se fier aux apparences. Ah, ça, on est d'accord. Voilà. À qui le dis-tu? Là, regarde, je l'ai souvent avec moi, tu as le short de Basile Boli. Le 26 mai 1993, Basile Boli marque ce but. Donc voilà. Tu vois. Mais du coup, enfin. Je ne supporte pas le Paris Saint-Germain non plus, je précise. La base. Enfin, je pense que si t'es Marseillais, bon voilà. On va pas débattre là-dessus. Non, tu vois, regarde. Je peux te montrer toutes mes, regarde, des abonnés ultra, regarde. Là, tu vois, c'est la saison 95-96. Je suis le millième abonné ultra, tu vois. Voilà, dans le virage. Tu vois. Donc, tu m'attends pas nécessairement dans le virage sud de l'Olympique de Marseille, mais pourtant. C'est clair. C'est de là où je viens, tu vois. T'es au taquet, t'as plein de cartes. J'ai tous mes cartes d'abonnement du virage sud dans les années 90, quand, tu vois, par exemple, ça a renforcé mon intérêt pour l'Olympique de Marseille le jour où ils ont été encore plus attaqués, ils sont descendus en 2e division. Je ne ferai pas tous les déplacements que j'ai fait en bus avec des supporters marseillais. Mais voilà, si tu me vois comme tu me vois, tu peux pas imaginer que je suis un supporter de l'Olympique de Marseille. Bah, du coup, on saura. Parce que tu te fies aux apparences. Non, moi je creuse. De Marseille, je creuse. On en a une image, quelqu'un qui. Je peux aussi parler avec un accent du Sud, ça t'intéresse, mais. Non, sois comme tu es. C'est ce qui m'intéresse. Sois comme tu es. On parlait des gens qui imitent les accents. Oui, c'est vrai. On en parlait en intro tout à l'heure. Oui, non, mais du coup, tu fais des ressources humaines. T'es entré en ressources humaines, tu fais de la vente. Je fais de la vente au départ. Ensuite, je fais un parcours d'intégration. Et puis, on me confie. À l'époque, d'ailleurs, je retourne chez Gemay, où j'avais fait mon stage de vente. Et je deviens le directeur du personnel. On dit comme ça chez L'Oréal. Et je suis attaché à ce titre-là, qui paraît désuet et ancien, mais qui veut vraiment dire qu'on est attaché à une population. Et donc, je démarre en tant que directeur du personnel de Gemay à la fin, mi-1996. Okay. Je suis chassé en 95. J'étais très attaché à faire bien les choses dans mon départ d'Olivetti, donc j'ai fait un préavis beaucoup plus long que le préavis légal de 3 mois. Je suis pratiquement resté jusqu'à la fin de cette année-là, donc je suis pratiquement resté 6 mois. Et puis j'ai rejoint L'Oréal fin 95, début 96. J'ai été intégré, j'ai pris mon premier commandement à l'été 96, donc puisque tu connais ma date, donc à 31 ans. Chez L'Oréal, j'ai eu une première responsabilité opérationnelle. Voilà. Et ensuite, j'ai eu des responsabilités opérationnelles. D'abord, dans un premier temps, ma carrière a été très rapide, puisque je fais ça en 96. Ensuite, je change d'affaires, je vais chez Garnier en 97. En 98, on me confie la responsabilité de la coordination des affaires françaises. En 2000, je change de division, je vais chez une division qui s'appelle Cosmétique Active. Okay. En 2002, on me donne la responsabilité du recrutement international. Et puis donc en fait, en gros, j'ai une première partie, si tu veux, de 96 à 2002, pendant 6 ans, je vais faire 4 jobs. Puis ensuite, je vais rester 5 ans dans le recrutement. C'est à partir de 2002 que je vais amener chez L'Oréal ce concept de diversité et d'inclusion, que je vais adjoindre c'est avec les moyens que j'avais dans le recrutement à partir de 2002 que je fais grandir cette idée-là, et surtout dès 2002-2003. Et puis ensuite, en 2007, je vais prendre la responsabilité des ressources humaines de la plus grande division du groupe à l'époque, qui s'appelle les produits grand public. J'ai 42 ans à ce moment-là. Et puis là, je vais rester de nouveau 5 ans. Puis en 2012, je vais devenir l'adjoint du directeur des ressources humaines de L'Oréal de l'époque. Et là, je vais le refaire jusqu'en 2017. De 2017-2018, je vais devenir le DRH du groupe, ce qui fait maintenant 4-5 ans. Voilà comment, là, je viens de te faire 25 ans en 2 minutes. En 2 minutes, j'adore. Voilà. Moi, la question que j'aimerais te poser, c'est quelle est ta vision des ressources humaines aujourd'hui? Alors, ma vision des ressources humaines. D'abord, souvent, et tu n'as pas fait attention, regarde, je vais le montrer à l'écran. D'abord, moi j'adore, ici, c'est un musée. Ah bah, tu sais, on nous montre tout, j'adore. C'est pourquoi? Mais c'est pour ça que c'est bien d'être dans mon bureau, tu es entouré que de cadeaux. Bah tout oui, je vois ça. Ce que tu vois ne sont que des cadeaux. Derrière chacun de ces cadeaux, il y a des personnes. Et c'est très beau. Tes éléphants kenyans ont été offerts par des gens différents. Regarde, je vous montre ma carte comme ça. Moi, je suis le directeur des relations humaines. Donc déjà, moi, je suis pas DRH, je m'occupe des relations humaines. Et là aussi, c'est un titre, entre guillemets, qui a été construit par mes prédécesseurs. Moi, je suis très attaché à ce titre, qui est pour moi
porte plein de sens. Et souvent, quand je caricature ce que tu peux le détailler justement, je vais te dire. Donc moi, je dis souvent, je m'occupe pas des ressources humaines, je m'occupe des gens. Je sais. Des métiers différents. Donc je connais plein de gens qui sont des RH, je connais peu de gens qui connaissent vraiment le terrain, les gens, leur parcours, un intérêt pour eux. Moi, je cherche des gens qui sont passionnés par les autres et pas qui font de l'administration. Non pas du personnel, c'est un métier d'ailleurs très noble et très utile chez nous, mais qui en fait, si tu veux, gèrent des choses de façon lointaine, disent moi, je fais plus de recrutement, je vais voir aujourd'hui des candidats, tu vois, les dossiers rouges que tu vois sur mon bureau, c'est des dossiers de candidats. Donc je vais rencontrer des candidats, j'en rencontre tous les jours. Ça serait drôle, enfin ça doit être drôle d'être rentré avec toi. Écoute, demande aux gens, parce que j'ai jamais mené, tu sais que moi, donc je te disais 35 ans, 35 000 personnes, 35 000 rendez-vous, et j'ai jamais interviewé 2 fois la même personne. Donc les gens se préparent en disant, moi, en fait, j'essaie de leur expliquer, ils veulent pas le comprendre. Je veux dire pourquoi j'ai jamais mené 2 fois le même entretien, parce que les gens sont tous différents et ils ont du mal à le comprendre. Même si on a beaucoup de choses en commun, on a aussi beaucoup de différences et la vie des uns est pas pareille que la vie des autres. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est la vie. C'est pas de savoir si tu as fait Neoma en 2011. Ça m'intéresse pas. Je connais bien Neoma, alors tu vas pouvoir m'expliquer sur quel campus tu l'as fait. Non, mais je vais pas tellement parler de Neoma. Par contre, ce qui va m'intéresser, c'est la vie. Qui tu as rencontré, qui tu es. Bon, après, la question, souvent, je prends cette image d'ailleurs, parce que, par exemple, au Canada, donc on va aller au Canada. Au Canada, une grande partie de la population est tatouée. C'est ce que j'explique à mes équipes. Et à partir de là, si est-ce que moi je demande à quelqu'un, est-ce que tu peux me dire quel est ton tatouage? Ça va pas marcher. Non, est trop perso. Non, ça n'a pas d'intérêt. C'est stupide, c'est bête. Oui, c'est en soi. Okay. Invasif. Je te rends dans la. Par contre, si moi, une fois que j'ai fini l'entretien, je demande à un de mes collaborateurs, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi il ou elle a un dauphin? C'est bizarre. Pourquoi Ben non, parce que tu te doutes bien que si on s'est mis à parler d'un dauphin, c'est qu'on a été dans un univers personnel où on s'est plongé dans des questions. Et moi, ça va me permettre d'avoir mieux compris mon interlocuteur et de l'aider ensuite davantage pour faire un match avec le réel, plutôt que de dire alors pourquoi vous avez un dauphin sur l'épaule? Ça m'intéresse pas moi de savoir s'il y a un dauphin sur l'épaule, j'en ai rien à foutre. Ah ouais, c'est le contexte. Par contre, c'est amener. Alors la question après que je pose à mes collaborateurs et à tout le monde d'ailleurs, c'est comment en 3 quarts d'heure, 1 heure, tu peux créer une connexion, une connivence, et il y a une seule solution, c'est de donner des choses. C'est-à-dire que si tu restes les bras croisés et que les gens face à toi sentent que tu es un mur ou que tu es le ou la responsable de je sais pas quoi de recrutement, faut rien te dire. Tu vas sortir de l'entretien et ils vont m'annoncer ce qui est écrit déjà dans le papier que j'ai sous les yeux sur LinkedIn ou à Saint-Denis. Donc Madame Enger Sarr, elle a fait ça, elle a été chez Canal+. Ok, super. Mais moi, ça m'intéresse pas, ça. Ça, je le sais déjà, c'est écrit. Maintenant, dis-moi plus. Est-ce que tu peux rentrer dans... Est-ce que tu as pu avoir une vraie interaction avec elle? C'est ça qui m'intéresse. Je vois. Et donc, oui, donc ta vision, toi, DRH, du coup, c'est de la proximité. C'est de la proximité. C'est de la connaissance, c'est de la confiance. Et tout ça, ça ne s'achète ni sur Amazon, ni chez Carrefour. D'accord? C'est pas en vente libre. Ça se construit. Ça se construit parce que tu donnes des choses, ça se construit parce que tu vas à la rencontre des autres, ça se construit parce que les gens voient que tu as envie de faire des choses pour eux qui sont des choses positives et pas uniquement parce que tu vas faire un dossier, un rapport, une note pour les juger et trouver qu'ils sont bons ou pas bons. D'abord, on est tous, tout est bon à quelque chose. L'art, tu vois, par exemple, ça c'est un des grands changements que j'ai fait dans ma vie assez tôt, quand je pratiquais les ressources humaines, c'est d'arrêter de juger les gens et de me dire, chacune personne face à moi, je vais trouver un projet, une idée. Et pas dire, il est ou il est bonne à ça ou ça. Ce que font beaucoup trop souvent les gens des ressources humaines. Bien sûr. La question, c'est, tu es face à quelqu'un, moi, il n'y a pas une personne qui sort d'un entretien avec moi, en tout cas, c'est l'objectif que je me fixe, sans que je lui ai donné quelque chose. Tu vois? Et ça fait bien, j'avais même commencé à songer ça avant de rentrer chez L'Oréal, tu vois? Quand j'étais dans la tech, où le truc est assez impitoyable, tu cherches des gens et go, no go, ils sont bons, pas bons. On est tous et toutes bons à quelque chose. La question, c'est qu'il faut le trouver. Et c'est difficile pour soi-même de le trouver. Donc moi, j'essaie d'être quelqu'un qui, dans la vie des gens, va leur permettre de trouver ce à quoi ils sont le mieux faits. Ouais. On est tous doués à quelque chose. La question, c'est de trouver. C'est très difficile. Ça peut prendre une vie. Il y a des gens que ça rend malheureux. Il y a des gens qui hésitent. Il y a des gens qui vont mal. Donc c'est compliqué. C'est pas un truc qui se fait tout seul. C'est pas un truc qui va de soi. C'est compliqué. C'est un boulot. Ouais. Du coup, ça m'intéresse que, tu vois, moi, je bosse sur la question des talent d'entreprise, j'essaie de redéfinir cette notion de talent. Et je rencontre plein de DRH et
parfois c'est très compliqué parce que tu l'es ou tu l'es pas. Moi, j'étais dans des pools talents dans mon ancienne entreprise et c'est très binaire en fait. Limite, c'est voilà, on s'est caché. Alors, par exemple, tu vois, chez nous, chez L'Oréal, on dit J'aimerais on est bien all ça. players. Ouais. Moi, je fais pas au potentiel, ça n'existe pas. Bah ouais, c'est on vrai. est tous un players. Maintenant, la question, on est un players à quoi? Il y a des gens qui sont des essential players, il y a des gens qui sont des rising players. Et c'est pas que les terminologies anglo-saxonnes. Bien sûr qu'on a des différences. Bien sûr. Mais moi, je pense que le succès de l'entreprise, une des raisons du succès de L'Oréal, qui a un succès discontinu, qui a un succès continu, justement, qui n'a pas de discontinuité. Ce succès en permanence depuis toutes ces années repose sur notre façon de faire de ressources humaines. Et notre façon de faire de ressources humaines, elle est d'engager le plus grand nombre dans l'aventure. Oui. Tu viendrais avec moi dans une usine. Est-ce que tu considères qu'un ouvrier, une ouvrière est un talent? Pour moi, oui, indéniablement. Plutôt que de dire, c'est pour ça que nous, on a des grands principes. Tu vois, par exemple, dans cette crise du Covid, je les en remercierai jamais assez, mais c'est vrai partout dans le monde. Mais par exemple, ici en France, tu as 3000 ouvriers, ouvrières qui sont venus travailler volontairement, qui ont fait tourner nos usines, qui ont fabriqué du gel pendant la première partie de la crise. Tout le monde a tendance à l'oublier quand le pays avait besoin de gel, mais il n'y a pas qu'en France, c'est partout, au Brésil, aux États-Unis. Et puis, qui ont travaillé, qui ont bossé, et qui n'ont pas télétravaillé. À partir d'un endroit sympa, tu vois, chez moi, par exemple, dans le sud de la France. Oui, du coup, les métiers, chez moi, dans le sud de la France. Tu vois, tu viens à Aix-en-Provence, c'est super sympa pour télétravailler, Aix-en-Provence. Non, mais oui, ça, on l'a vu pendant la crise. Donc, tu vois, tu gardes une entreprise, les métiers de l'ombre, ensemble. Tu vois, moi, il n'y a pas de métier de première ligne, deuxième ligne, on est tous en première ligne. Mais tu fais sentir aux gens. Tu vois, par exemple, l'année dernière, alors qu'on est une vieille entreprise, tu vois, on a réussi à porter le salaire minimum chez L'Oréal à 2 000 euros. C'est pour ça que la campagne me fait bien marrer, si tu veux. Et nous, on vend des shampoings à 2,50 €. Donc, si on vend des shampoings à 2,50 € d'une marque que les gens utilisent tous les jours sans même penser qu'elle appartient à L'Oréal, qui s'appelle DOP, par exemple, qui est vraiment le bas du rayon, tu vois, le berlingot DOP, paf. Ces berlingots DOP, ils sont fabriqués en France par des ouvriers et des ouvrières qui ont un intéressement en participation qui représente en moyenne pratiquement 4 mois et demi de salaire, qui sont aux 35 heures. Donc, si c'est possible de le faire, chez L'Oréal, ça va être possible de le faire partout. Donc, tu sais, la question, par exemple, qui m'est posée, alors les relocalisations, j'ai une bonne nouvelle, on n'a jamais délocalisé. Comme ça, on n'a pas fermé d'usine, on a réinventé les choses, on a hautement robotisé, effectivement, bien évidemment, on a mis de la valeur ajoutée. Mais après, c'est par de la robotisation. Par exemple, tu viendrais avec moi aujourd'hui, j'étais dans une usine il n'y a pas très longtemps, c'est des ouvriers et ouvrières fantastiques qui sont des pilotes de ligne sur une ligne de production aujourd'hui par rapport à ce que j'ai connu moi-même il y a un quart de siècle où il y avait 5 ou 6 personnes, il y a une personne aujourd'hui. Et cette personne-là, elle fait tourner la ligne, elle a complètement changé ses connaissances, elle s'est elle-même développée, elle a appris plein de choses qu'elle pensait qu'elle apprendra jamais, plutôt que de dire, ah bah non, ça, si vous avez fait tout ça, on pourra pas. La beauté pour moi de faire des ressources humaines dans L'Oréal, c'est effectivement de toujours partir du principe qu'on va pouvoir former les gens, qu'on va pouvoir leur apprendre des choses, qu'on va pouvoir les élever au sens tirer vers le haut, bien sûr, qu'on va pouvoir faire mieux collectivement. C'est cette vision de l'homme qui est au centre des préoccupations de L'Oréal, qui fait une énorme différence, parce que beaucoup d'entreprises disent oui, les ressources humaines c'est très important, donnent aucun moyen, ou le disent pendant une période de leur histoire, et puis l'arrêtent, restructurent comme des malades, virent tout le monde, voilà. Et en plus, c'est amusant, parce que nous aussi, on passe notre temps à nous restructurer. Mais tu peux te restructurer en partant du principe que tu vas donner une opportunité à tout le monde et pas uniquement dire désolé. Ouais, c'est comme ça. Surtout sur l'automatisation des métiers, par exemple. Enfin, c'est la création. C'était Schumpeter qui est ça, la destruction créative. Voilà. Bien sûr. Créative. C'est une très bonne source, Joseph Schumpeter. Mais du coup, le but, c'est vraiment c'est pas parce que tu crées. Et que par conséquent, ça va avoir un impact que tu es incapable de protéger cet impact. Absolument. Ouais. Complètement en phase. C'est la philosophie de L'Oréal. Ouais. Top. Tu crées la Direction mondiale de la diversité en 2006. Non, mais en fait, c'est avant, mais bon, après, il y a plein de... Dis-moi en plus. Déjà, pourquoi? Quel a été le trigger? Mais le trigger, c'est de rencontrer Richard Descoings et Cyril Delay, qui sont deux hommes extraordinaires. Richard est disparu maintenant, qui me font prendre conscience dès les années 2000. En fait, c'est deux opérations concomitantes. Une, à Sciences Po Paris, et j'étais très fier collectivement, pas pour moi, parce que ceux qui me connaissent bien, je tire pas de gloire personnelle des choses. C'est pour le collectif. Et donc, ensemble, L'Oréal, on parraine la promo des, entre guillemets, 20 ans des filières CEP à Sciences Po Paris. Ok. Et c'est amusant parce que j'y suis allé il y a pas très longtemps.
Et je sais pas si des gens vont écouter ton podcast, mais... J'espère que tu partageras. Non, mais je vais le repartager sur mon LinkedIn, t'inquiète pas. Mais non, c'est amusant parce que j'avais été avant le Covid. Ouais. Et c'était dans un amphi et j'étais remonté du bas de l'amphi jusqu'en haut et j'avais été interrompu par plein de jeunes hommes, de jeunes femmes, dont beaucoup, notamment africaines, qui m'avaient fait plein de demandes et tout et qui pensaient que ça marcherait jamais. Et donc là, je les ai pris au mot. Ils ont tous pris un stage, un apprentissage, certains jobs. Bon. Là, il m'arrivait la même chose. C'est-à-dire que j'étais assailli de demandes. Et je pense que les gens n'imaginent pas qu'on va répondre à leurs demandes. Donc, on va de nouveau les surprendre. C'est pas moi, c'est nous. C'est mon équipe qui va être capable de répondre parce qu'on a vraiment reçu beaucoup de sollicitations. Je sais pas, au moins 30, 40. Et donc, du coup, filière CEP, Sciences Po Paris, année 2000, membre du jury depuis l'origine, avec d'autres collègues de L'Oréal. Beaucoup de gens de L'Oréal ont participé à ça. Et parallèlement, 2002, je me rappelle très bien de l'année, une opération avec une jeune femme qui s'appelle Sonia Hamoudi, qui était chez SOS Racisme, et d'une opération de recrutement qui s'appelle Ça va être possible. Donc je suis à la fois le patron du recrutement du groupe, je dis on va regarder cette opération, parce qu'il y a de la discrimination systémique, parce que je vais pas nier que si je vois un CV qui écrit Neuilly-sur-Marne, c'est pas comme Neuilly-sur-Seine. Comment je peux gommer ces biais, comment je travaille. Donc là, je fais commencer à travailler les équipes recrutement sur ces questions, tu vois, 2002, 2003. Et en parallèle, je commence à poser la question à des gens, je fais réfléchir des gens sur qu'est-ce que ça voudrait dire mettre en œuvre une politique diversité dans une entreprise. Et ça, c'est dans les années 2000. Hein. Enfin, ouais, 2000. Je demande des moyens, j'ai une première personne qui va venir travailler avec moi. Je ne sais pas si elle nous écoute, elle est hollandaise, elle s'appelle Tessel Nijkent. Tessel, elle a fait 1000 choses après dans la vie. Elle était très surprise que je commence à lui parler de ça. Il y a une jeune femme qui maintenant vit en Californie, qui est une DRH accomplie, qui s'appelle Georges-Axel Broussillon. Il y a aussi une autre femme qui est venue me rejoindre à l'époque, qui s'appelle Sylviane Ballus-Derneville, qui est une des dirigeantes de la Fondation L'Oréal, qui sortait du marketing. On va regarder exactement quand Sylviane vient bosser avec moi. On va regarder sur mes bases. Et donc, Sylviane, elle était chez Lancôme à l'époque. Je pense que tout ça a lieu vers 2001, 2002, et on commence à faire des opérations, je me rappellerai toute ma vie. On fait un premier forum, j'envoie les équipes de recrutement dans un truc qui s'appelait Africagora, avec un mec qui était pas facile, qui s'appelait Dogat Dokuis. Dogat, tu nous écoutes. Et donc du coup, c'est amusant parce que quand je leur dis il va falloir aller faire ce forum, ils comprennent pas très bien à quoi ça va nous servir. Pourquoi. C'était quoi le forum, Sarah? Enfin, quel était le but? C'était d'aller rencontrer, comme on le fait dans les filières CEP de Sciences Po, comme on le faisait avec SOS, d'aller au contact de gens qui sont pas nos candidats de base. De base, ok. Ouais, d'aller chercher, ok. D'aller élargir voilà, on élargit le spectre. Vivier, exactement. On se pose des questions, on va rencontrer d'autres candidats. Donc je commence par cette modification des activités de recrutement. Puis après, ça va être toute une longue saga de plein de rencontres, de plein de trucs qui vont me permettre de structurer la politique de diversité, qui sera ensuite la politique de diversité et d'inclusion, et maintenant, qui est la politique de diversité, d'inclusion et d'égalité de L'Oréal. C'est toute une aventure. Ouais, et sur cette notion... Là, je viens de te faire là aussi 25 ans. Hein. Enfin, 20 ans. 20 ans. Mais enfin, moi, ça m'intéresse du coup de savoir ta vision sur... Parce qu'aujourd'hui, on parle... Enfin, toutes les entreprises prennent ce spectre diversité. C'est bien, ce qui est bien. Non, ce qui est bien. Ce qui est encore mieux, c'est avoir fait il y a 20 ans. Mais oui. Tu vois, là, c'est ça qui me fait rire. C'est que moi, je te montrerai tous mes chiffres. Quand tu regardes c'est sur 20 ans qu'il faut regarder. Alors, effectivement, par contre, ce que je peux dire... Mais du coup, qu'est-ce que tu mets derrière? Quand je démarre au départ, ça intéresse personne. Hein. Ouais, ça, j'en suis sûr. Maintenant, c'est parce que... maintenant, c'est du... Maintenant, qui n'en a pas. Qui n'en a pas. Mais moi, ce que j'aimerais savoir, c'est... Enfin, juste que tu explicite, c'est qu'est-ce que tu mets derrière. Tu vois bien que c'est un mélange. C'est un mélange qui venait de mes origines. Non, mais qu'est-ce que tu mets derrière? Enfin, tu vois, aujourd'hui, quand on parle de diversité, je trouve, hein, après, c'est ma vision. Pour beaucoup, c'est que souvent aller chercher les gens dans les banlieues, etc. Alors que pour moi, la diversité est beaucoup plus large que ça. Bien sûr, bien sûr. Tu as vu ce qu'on vient de faire nous. Moi, je sais. On vient de faire un plan sur les plus de 50 ans. Mais du coup, explicite ça aux auditeurs. Moi, je sais, parce que j'ai fait plein de recherches. Bien sûr. Non, pour nous, l'idée, c'est effectivement, tu veux, moi, au départ, quand je suis parti dans une matrice très simple. Ouais. Avec, d'ailleurs, quelqu'un qui est identifiable, qui se connaissent très bien. Il s'appelle Olivier Théophile, c'est un passionné d'Afrique. Et il s'occupe de diversité maintenant pour LVMH. Okay. Et Olivier, à l'époque, bossait. Moi, je suis retourné, d'ailleurs, c'est amusant comme retour. Je suis retourné travailler pour essayer d'établir cette politique avec les gens d'entreprise et personnel, qui est cette boîte de conseil où j'avais travaillé avant. 15 ans auparavant. Okay.
Et donc Olivier était un jeune consultant de l'époque, il était très intéressé par ces questions. C'est lui qui m'a aidé à définir ce schéma. Et ce schéma, on a pris des verticales, qui dit effectivement l'origine sociale, l'âge, le handicap. Donc on a défini un certain nombre de territoires. Et ensuite on a dit comment on les attaquer par du recrutement, par de la formation. C'est pour ça qu'on y est venu par les ressources humaines. Donc en fait cette matrice toute simple du départ. Ensuite, on l'a améliorée. Et puis après, suivant les phases de notre développement, à un moment donné, on s'est dit, nous, on peut pas tout attaquer. Oui. On va se concentrer sur handicap. On va se concentrer sur homme-femme. Et on va essayer d'avancer sur origine ethnique et origine sociale. Ce qui est compliqué en France, ethnique d'ailleurs, parce que... Tu peux pas compter, voilà, mais on le fait dans plein de pays dans le monde. Il y a plein de pays dans le monde où on peut compter. Donc t'inquiète pas. Moi, du coup, j'ai pas les chiffres en France. Ça m'a pas... Ouais, ok, ouais. Ça m'a pas beaucoup perturbé. Ok. Donc effectivement, aujourd'hui, nous, on a une politique très complète. On a des objectifs ambitieux. Tu vois, je voudrais qu'on soit plus de 2000 gens en situation de handicap dans l'entreprise, là, à la fin de cette année-là. Donc on va passer ce cap de 2000 par de la reconnaissance et du recrutement. On est à égalité homme-femme. Il y a quasiment plus d'écart de salaire. Donc là, c'est un combat qui aura duré. Parce qu'en fait, j'ai des chiffres depuis 2007, par exemple. Tu vois, ça fait 15 ans que tu peux mesurer les chiffres de L'Oréal. Ok. Il n'y a pas une boîte qui a des chiffres depuis 15 ans. Parce que ça les intéressait pas. Oui, à l'époque. Je suis désolé de le dire, mais c'est... Non, mais c'est une réalité, hein, pour le coup. C'est ce qui crée plein de tensions. Parce que après, ils vont dire, ils sont insolents. Moi, j'en ai rien à foutre. Moi, tu sais, je vais dire un truc. Sur ces questions-là, ce que nous avons construit, c'est que moi, on peut montrer des exemples. Je donne de leçons à personne. Et en plus, la bonne nouvelle, c'est que tout le monde peut le faire. Oui. À condition d'en avoir la volonté. Et c'est la volonté qui manque. Ah, la volonté, c'est un La volonté, c'est sujet. autre chose. C'est un long sujet, regarde. Je sais pas si mes équipes ont donné ça. Quoi, non, je sais pas. Je pense pas. Ici, j'adore. Moi, je suis dans un musée, j'ai plein de trucs, c'est génial. Waouh, j'ai des graphes. C'est 15 ans de travail sur la place des femmes. 15 ans sur le handicap. Ça, c'est toutes les actions qu'on a menées dans le monde depuis. Trop bien. Donc, tu vois, je te remercie. Des centaines d'actions, des centaines de... Moi, je dis, les gars, allez-y. N'hésitez pas, tu vois. C'est 300 actions et c'est 100 reconnaissances dans le monde. Et moi, je démarre dès les 70, ouais, et jusqu'à... Et jusqu'au moment où j'ai eu d'ailleurs un procès, tu vois. C'est qu'SOS Racisme, tu vois, je fais un partenariat en 2020. Action, voilà, ça va être procès. Oui, mais pourquoi? Vas-y, raconte. Oh, c'est un procès, c'est un vieux procès. C'est très compliqué. C'était au lancement d'un produit. Tout ça paraît désuet aujourd'hui, qui était Fructis, qui était un shampoing. Shampoing vert, là. Tout à fait. Je me souviens. Et en fait, ils font dans les années 2000 des produits qui marchaient très bien, qui étaient du styling. Ok. Et à ce moment-là, quand ils lancent, donc c'est dans la foulée de ton enfance, de la Coupe du Monde 98, Black Blanc Beurre, et ils lancent des produits qui sont déjà très multi-ethniques, notamment sur du styling. Et quand ils lancent le produit dans les grands magasins, enfin dans les grands magasins, non pas dans les grands magasins justement, dans les hypermarchés, ils demandent spécifiquement à une filiale d'Adecco qui entre-temps a disparu de faire un recrutement ethnique. Ok, juste pour ce lancement. Ouais, la filiale d'Adecco, elle dit vous êtes sûr, machin. Et donc il y a une première vague de lancement qui a lieu en mai-juin, je sais plus quelle année, je pense que ça doit être vers 99-2000. Ok. Et puis ensuite il y a une deuxième vague, et visiblement entre les deux vagues, mais à l'époque, même moi j'ai pas les pièces, c'était des fax, il n'y avait pas d'informatique, tout était oral. Et donc SOS Racisme a essayé de démontrer qu'entre la première vague de lancement et la deuxième vague de lancement, il y a des gens qui ont été changés, c'est-à-dire qu'ils ne font pas appel aux mêmes forces d'animation dans la première que dans la deuxième vague. À partir de là, SOS dit il y a eu un racisme systémique qui fait que vous avez enlevé les gens. Bon, alors la responsable des animations de l'époque est morte, cette boîte a disparu. Les gens qui étaient en charge ont pris leur retraite ou ont disparu. Bon. Et en fait, c'est en 2007 parce que cette affaire commence dans les années 98-99, on n'en entend pas parler pendant des années, et d'un seul coup, du jour au lendemain, dans la campagne de 2017, il y a 15 ans, le truc surgit, complètement politisé, je me suis retrouvé au milieu de toutes ces discussions, et d'ailleurs, j'ai une réponse qui est toujours dans mon dos, qui est que pour la première fois de notre histoire, en 2007, on a acheté l'ensemble des quatrièmes de couverture de la presse française. Alors c'est amusant parce qu'il y a des journaux qui depuis ont disparu ou qui sont très mal en point, comme l'Humanité par exemple, mais on a voulu
montrer que ce que j'avais déjà commencé à faire et ce que nous avions commencé à faire avant 2007, avant ce procès, portait ses fruits. Et donc, en fait, ce sont des gens qui ont témoigné dans les journaux pour dire voilà ce que concrètement on fait avec L'Oréal. C'est amusant quand tu regardes 15 ans plus tard qui sont ces gens qui ont témoigné. C'est des gens qui à l'époque étaient peu connus du grand public. Bon, il y a bien sûr Richard Descoings, mais c'est amusant parce que quand je reprends, j'ai toujours avec moi, tu vois. Ouais, putain, toi à portée de main, ça me fait trop rire. T'imagines, regarde, quand je regarde, par exemple, t'as Laurence Méniori, qui à l'époque avait écrit le rapport sur les oubliés d'égalité des chances qui a donné naissance à la charte de diversité. Tu as Carole Da Silva qui était une membre du Haut Conseil d'intégration et qui avait créé un truc qui s'appelait AFIP. Tu as Jean-François Madieu, qui était directeur de l'Observatoire des discriminations. Il y a Yamina Benguigui, qui était membre du Haut Conseil d'intégration. Il y a Richard Descoings. Il y a Yazid Chia. Il y a Isabelle Giordano, qui à l'époque, avec qui j'ai commencé à travailler déjà sur Cinéma pour tous, et qui maintenant est dans la fondation BNP Paribas. C'est ça, oui. Il y a Patrick Lozé, qui était le patron du CRAN. Il y a Laura Flessel. Il y a Marc Shepsoun, qui venait de créer Aspect Magazine, avec qui on faisait des choses. Je ne vais pas tous vous les citer, mais en fait, on avait répondu en disant, voilà, plus que de savoir s'il y a un procès avec SOS, nous, on avait expliqué tout ce qu'on faisait déjà avant 2007 sur ces questions cruciales de non-discrimination, d'égalité des chances, quelle que soit la nature de la discrimination, qui n'est pas uniquement liée ni à ton sexe, ni à la couleur de ta peau, ni à ton âge, mais qui peut être un mélange de tout ça. Et donc moi, ce sujet-là, je te dis, m'a marqué dès les années 2000. J'ai commencé à mettre des moyens, créer des équipes, engager des trucs. Donc par exemple, tu vois, quand on a cette histoire il y a 15 ans, on avait déjà commencé à former des gens, à faire des choses. Bon. Donc tu regardes, tu vas voir comment on met 300 actions en place et comment on les accélère tous les ans et partout dans le monde. Et effectivement, à la fin, tu as fait de L'Oréal sur ces questions-là une entreprise qui malheureusement aujourd'hui est totalement unique au monde, d'où notre présence dans tous les classements, dans tous les trucs qui sont pas faits par nous. Pour moi, les plus grands sujets de fierté, c'est pas tellement d'être très reconnu ici en France, c'est très bien, mais c'est surtout aux États-Unis, c'est surtout au Brésil, c'est surtout au Canada, c'est surtout en Angleterre, où L'Oréal est considéré comme une des entreprises les plus en avance. Pourquoi ? Parce que eux... Par les moyens, parce qu'on a pris l'initiative. Tu vois, par exemple là, on vient de faire une coalition, tu m'as fait penser à ça dans notre rue, par exemple, sur les teintes de fond de teint, il y a des trucs qui étaient chocolat, tout le monde trouvait... Bon, on est en train de prendre l'initiative pour mondialement faire changer l'industrie de ces teintes-là, qui peuvent paraître pour des blancs super en disant youpi, chocolat. Je sais pas... Si je te dis, il y a banania, ça te choque, et chocolat, ça te choque pas. Donc, parce que pour une teinte, tout le monde disait chocolat. Non. Les gens, ils ont pas envie que la teinte, elle s'appelle chocolat. Donc, du coup, tout ce changement, c'est un changement de tous les instants. On a un board mondial aujourd'hui qu'on a créé il y a plus d'1 an. Et puis après, tu sais, c'est surtout, toujours pareil, une grande croyance dans le fait qu'on peut former les gens. Donc, on a formé des dizaines et des dizaines de milliers de gens. Là, je renvoyais des noms de gens qui sont engagés à nos côtés depuis maintenant 15 ans, 20 ans, pour former sur les biais inconscients. Voilà. Et donc, si tu veux, quand tu fais tout ça, à la fin, tu es malheureusement, je vais te redonner un document, la seule entreprise au monde. Je voudrais qu'il y en ait une deuxième. J'attends avec impatience. Voilà, c'est un défi que je lance. Mais ça me fait trop rire parce qu'en fait, juste pour vous dire, Jean-Claude, il me donne des docs et tout est c'est exactement ça me fait trop rire. Je vais te dire pourquoi. Parce que c'est très visuel. Oui, non, mais c'est clair, des graphes super beaux. Le document que je viens de te donner, ça fait maintenant 4 ans que une fois par an en début d'année, donc là c'est l'année 2022 pour la 4e année, avec le patron mondial de l'éthique et de la compliance, Jean-Christophe Sautory, on écrit aux 85 000 collaborateurs. Le courrier que tu as entre les mains est envoyé à 85 000 personnes, et en français et en anglais. Génial. Et on leur dit, voilà, dans notre entreprise, le nombre de cas précis de discrimination, de harcèlement sexuel, de différentes violences. De conflit d'intérêts et corruption. Donc moi, j'adorerais être l'entreprise où il n'y a pas de discrimination. Bien sûr, oui. Cependant, il y en a. Il y en a, oui. Mais nous, d'abord, on dit combien, on dit comment on les a traités, et plus on fait ça, si tu regardes que tu as les chiffres sur 4 ans, moins il y en a. Parce que plus on montre qu'on s'y intéresse vraiment, que ça va être traité dans notre entreprise, je peux dire que les 85 000 ça et L'Oréal, tu prends le micro en sortant de mon bureau et tu vas là, je te laisse aller n'importe où, discuter avec les gens, ils vont te dire d'abord à quel point ils sont fiers de savoir qu'on apporte de l'importance à ça, on accorde de l'importance à ça et qu'on apporte de l'intérêt, mais surtout qu'on le communique. Tu vois ? Et je le mets même sur mon LinkedIn, donc comme ton podcast, je mettrai sur mon LinkedIn, pour dire aux gens, voilà combien il y a de cas avérés.
Ouais. Voilà comment ils ont été traités. Et donc, c'est la réalité. Mm. Donc, plus tu fais ça, Et plus tu formes, ouais, et... plus tu vas vers une entreprise où les gens se sentent réellement traités à égalité, de respect, de chance, de possibilités, dans une méritocratie qu'est-ce que nous on a construit ici chez L'Oréal. Voilà. Et moi j'ai cette responsabilité humaine, tu vois. Et donc j'essaye tous les jours de me remettre en cause, de l'améliorer. Moi-même, si tu veux, j'ai plein de travers et de limites, donc j'essaie de les gérer. Je suis plutôt volcanique et caractériel, donc je me calme. Tu te calmes comment ? Je me calme jamais, mais j'écoute des feedbacks. Je laisse les gens me dire quand ils ont trouvé que j'étais excessif. Bon, voilà. J'allais te poser une question provocatrice, provocante. Comme tu veux. Il n'y en a aucune avec moi. Hein. Ouais. Tu vois, aujourd'hui, quand on parle souvent de ces sujets d'égalité homme-femme, de mâle dominant, d'hommes blancs de plus de 50 ans, et c'était exactement ça. Bah oui. Qu'est-ce que t'en penses? Comment tu le penses? Mais j'en pense que justement, je vais dire ce que j'en pense. Vas-y. J'en pense que c'est à moi de faire le changement. J'en pense que dans toutes les boîtes qui vont aller chercher justement une femme noire pour dire tiens, ma chère, venez régler le problème de la place des noirs dans l'entreprise. Tu es la minorité, je suis désolé de te le dire. Tu n'as aucune chose. C'est à la majorité de faire le travail pour donner sa chance à la minorité. C'est-à-dire que je suis justement le mieux placé pour faire le changement. Que personne ne fait par ailleurs, parce qu'il n'a aucune envie du changement. Mais c'est à des hommes blancs, c'est des hommes blancs de plus de 55 ans, diplômés, c'est à eux de faire le changement. C'est eux qui le font pas. Oui, bah oui, c'est ça le problème. D'accord, c'est pour ça que souvent les entreprises confient ces responsabilités en disant tiens, une femme noire. Mais non, c'est pas à une femme noire de venir traiter les questions de diversité. Au contraire, c'est une erreur que dans l'équipe il y ait des noirs, des blancs, des jaunes, des rouges, des verts, des bleus, et que ce soit un vrai mélange, que t'aies des jeunes et vieux. Mais pour moi, ce sujet-là, il doit encore être porté un certain temps par des gens qui justement ne veulent pas le changement et qui incarnent le fait que justement tu ne vas pas changer. Bah oui. Complètement. Bah Très oui. bien. Bah voilà. J'ai bien fait de poser ma question. Bah oui. c'est ces gens-là qu'il faut reprogrammer. Bah oui, mais c'est tout l'enjeu. Enfin, tu vois, bah moi, oui. J'en parle souvent parce que dans les entreprises, on parle toujours de plein de politiques qui sont mises en place. Du coup, moi, je prends toujours l'image de, on invite les gens à une fête, donc on les invite pas à danser. Mais tu peux, et le vrai sujet, c'est les managers, en fait. Enfin, les managers et les gens, oui, d'accord. Oui. C'est comme ça que nous, on a réussi le changement. C'est parce que, justement, moi, j'incarne l'idée que c'est les gens comme moi qui ne le veulent pas. Exactement. Donc, à partir du moment où, justement, j'entraîne avec moi des gens qui, comme moi, n'ont pas de raison de le faire, là, tu as une chance qu'ils produisent ton changement. Sinon, si je te dis, la minorité, tiens les gars, continuez à vous débrouiller, faites des trucs sympas. Donc, et ce cliché qui est de nommer justement sur des couleurs de peau des gens pour venir régler ces problèmes d'égalité, c'est terrible pour moi. Mais tu sais que, tout à l'heure, je te parlais de mon parcours là. Quand je le présente à certaines boîtes, on me dit, ah, il y a le pôle diversité inclusion, on peut y aller directement. Mais automatiquement, sans même me laisser finir le pitch. C'est bien. C'est un truc qui me... Non, c'est vachement bien. Ça me tend. Ça me tend un peu. Mais ça te tend pas, ça te détend complètement parce que tu sais à qui tu es à face. Au contraire. Oui, c'est vrai. C'est super intéressant parce que dès la première seconde, tu sais où tu as mis les pieds. Oh oui. Et du coup, souvent, je clôt le rendez-vous, on part, on sourit, bye. À bientôt. Merci. Non, mais tu vois, c'est pareil. Nous, là, j'étais tout à l'heure avec les gens, on travaille sur l'Afrique. Pour moi, l'Afrique de L'Oréal, ça doit être dirigé par des Noirs et des Blancs. C'est justement pas, tu vois, les combats que je mène moi, c'est que sur les marques ethniques, ça doit pas être uniquement que des Noirs. C'est comme si demain, je te dis, sur L'Oréal Paris, il doit y avoir que des blancs. Ou sur Maybelline, au contraire, ça doit être un mélange de noirs, de blancs, d'asiatiques. Il doit y avoir une vraie... Pourquoi la beauté, c'est la diversité? Bon, ça m'a aidé aussi. C'est-à-dire que bien sûr, très vite, j'ai tiré ce fil qui est de dire beauté et diversité vont de pair. On peut être beau et jeune, beau et un homme, beau et noir, beau et vieux. Tu vois, quand on a commencé déjà il y a 15-20 ans à faire travailler Jane Fonda, aujourd'hui à plus de 85 ans, qui est toujours une égérie L'Oréal. Toujours aussi belle. Parce que dans L'Oréal, si tu veux, il y a toujours l'idée de se dire on travaille sur du très long terme. On n'est pas dans du court terme. On n'est pas en train de se dire aïe aïe aïe, il y a la crise du Covid. On sait déjà, tu vois, par exemple dans la crise du Covid, dès le début de la crise du Covid, on travaille un plan sur les jeunes qui s'appelle L'Oréal for Youth, qui l'année dernière a permis de donner 18 342 opportunités à des gens. Cette année, dès cette année, j'espère 25 000. Pas facile parce que je peux dire qu'il va falloir que j'aille les matcher, les 25 000, qui sont un apprentissage. En France, on a pratiquement doublé notre apprentissage. Donc, si tu veux, nous, on travaille sur cette question des jeunes. Dès le début de la crise du Covid, on dit qui va être le plus impacté, les jeunes. En sortie de Covid, à qui il faut donner des opportunités, des trucs, tu vois.
Mais ça, le plus important. Ok. Il y a une question que je pose souvent sur le podcast, c'est celle du sweet spot. Le sweet spot, c'est l'endroit où on se sent bien à sa place. Je pense que tu fais du golf, non? Non. Non, tu fais pas de golf? Je sais pas pourquoi. En plus, là, par contre, cliché. Tête de golf. Ouais, j'avoue, j'ai honte. Non. Non. Pas honte. Tu fais quoi un comme sport sport? beaucoup plus intéressant. Tu fais quoi comme sport? Le seul sport dont tu as entendu parler 10 fois dans ta vie, dont tu n'as jamais rien vu, parce que c'est un sport malheureusement confidentiel, que j'essaye d'ouvrir, hein. Ici en France, qui est du polo, tu vois. Regarde, t'en as plein là. Le polo, ouais. Ouais, tu vois, je joue au polo. Ouais, je vois. Alors tu vois, regarde, je suis vachement bien parce que les gens m'offrent un livre qui vient de ressortir, et je leur dis jamais que quelqu'un me l'a déjà offert, donc tu vois, j'en ai déjà 3 comme ça. J'adore. Oui, Okay. je leur dis, parce qu'ils s'assoient comme tu viens. Donc, c'est à la fin, je leur dis, tiens, regarde, tu sais, Regarde. le 3e, et voilà. Et puis du coup, ils non, sont... pas du tout ce que j'ai dit. Au contraire, c'est-à-dire qu'ils savent quelle est ma passion. C'est vrai. C'est une façon de rentrer en contact avec moi, et je trouve ça généreux. C'est vrai. Et moi, je trouve élégant de leur dire que je l'ai déjà, et pas de leur dire je vais le changer. Je vais leur dire, chacun est dédicacé par quelqu'un, parce que là, ce que tu vois, chaque livre a un autographe. Tu vois, regarde, chaque livre est, tu vois, regarde, je te montre. Regarde, chaque livre est autographié. Tu vois, tu prends un par un. Chaque livre a un autographe. Moi, je suis pas encore autrice, donc tu vois, un jour. Ouais, regarde, chaque livre. Là, tu vois, c'est que des rencontres. Oui, c'est des vrais dédicaces. Mais oui, c'est pas des petites dédicaces. Non. Ils disent, regarde, pourquoi je t'ai offert. Tu vois, là, c'est un livre sur Obama. C'est des lettres à propos d'Obama et ça. Donc, il y a quelqu'un qui m'a offert ça exprès. Parce qu'une des conversations que j'ai souvent avec les gens, c'est à travers les livres. Et donc, ils me réoffrent des livres derrière. Je leur réoffre un livre. On a des bibliothèques chez L'Oréal. On est très attachés à ça. Génial. Magnifique bibliothèque en face. Génial. Voilà. On adore. Les livres peuvent sauver le monde. Donc, en fait, la question, c'est de savoir, donc, moi, le sweet spot, je le définis comme l'endroit où on se sent à sa place. En quoi tu te sens à ta place aujourd'hui? Avec tout ce que tu fais de manière personnelle et professionnelle. Ma place, tu veux dire dans l'entreprise ou dans la société? Dans la société. Je me sens à ma place dans l'idée de se dire, dans ce monde qui est d'abord, de faire de L'Oréal, si tu veux, une entreprise hors du commun dans la gestion des gens. Là, je suis aidé en ça par mes dirigeants. J'ai été aidé par Agon. Je suis aidé par Nicolas Hieronymus aujourd'hui. Très aidé même. Qui donnent des moyens, qui t'accompagnent, qui sont même des gens qui poussent les choses. Tu vois, par exemple, être cette entreprise dont le salaire minimum, le plus bas salaire en France, c'est 2 000 €. C'est une sorte de fierté pour nous tous. Donc, à ma place, c'est là où je suis, c'est de m'occuper d'essayer de mener cette politique humaine de L'Oréal dans ces moments aussi perturbés que, je te disais en départ, la crise du Covid, maintenant la guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine, tu vois, tu viendras avec moi quelques étages plus bas, il y a l'ensemble de l'équipe ukrainienne qui est à Paris. Ah oui, du coup, qui sont venus? Ouais. Bien sûr. On a aidé nos équipes. Tu pleurais. Hier, on était avec les équipes qui expliquaient comment 350 à peu près personnes ont été accueillies. On a 400 collaborateurs en Ukraine. 120, 130 sont sortis d'Ukraine. D'autres souhaitent y rester aujourd'hui. Okay. On les accompagne. On a couvert leur rémunération. On leur donne des moyens supplémentaires. Si tu veux, il y a toute une solidarité le directeur des ressources humaines de L'Oréal en Pologne, on s'est parlé le vendredi, dès le samedi, il avait loué 5 chambres d'hôtel. Il y avait des Polonais de L'Oréal qui ont été à la frontière accueillir immédiatement leurs collègues. Ils sont chez eux depuis 5 semaines maintenant. Ils les logent, ils s'en occupent, on fait redémarrer l'école. Voilà, il y a des éléments de solidarité, si tu veux. Et donc, à la fois, il faut vraiment que tout le monde puisse le faire. Et maintenant, toujours pareil, nous, c'est qu'est-ce qu'on peut encore faire de plus, tu vois. Et donc, ça, c'est L'Oréal et dans la vie, je sais pas. Dans la vie, moi, surtout, dans la vie, et que je me suis attaché à essayer d'avoir des enfants, j'en ai 4. Ça me demande un travail de dingue, parce que j'ai des grands et des petits, que je suis contesté par eux. Voilà, donc ça m'amuse. J'adore, si tu veux, appliquer à moi-même l'insolence que j'essaie d'avoir. Donc, me faire remettre en question, me faire emmerder par eux. J'ai des fils très différents, j'ai des filles très différentes. Voilà, donc ils me posent pas les mêmes questions, ils me traitent pas toutes de la même façon. Voilà, ça me fait bien rire. Je vais passer rapidement sur les questions visuelles du podcast. Pendant tes différentes transitions, personnelles ou professionnelles, quelle a été ta plus grande peur et comment tu as pu la surmonter? Et justement, t'as pas de peur? Non, j'ai décidé très tôt que j'aurais pas peur. Et donc comment? Enfin, vraiment, c'est un vrai sujet. Tu la maîtrises. Par exemple, tu vois, tu me parlais du polo. Polo, normalement, tu montes pas sur un cheval. J'ai pas été programmé à ça. Voilà. Et donc, pour moi, c'est un exercice sur la peur, le polo. Parce que le polo, c'est un des seuls sports au monde où tu peux mourir. Ah oui, clairement. Enfin, tu passes sous le cheval et voilà. Donc maintenant, quelle est la nature du risque que tu prends? Maintenant, je suis vieux, donc je fais plus attention. Mais
je pense que, tu vois, j'ai fait un gros travail sur moi pour avoir le moins de peur possible. Comment tu fais ça? Parce que j'essaie de la maîtriser, parce que j'essaie de... Voilà, c'est un travail, c'est un boulot pour pas avoir peur. Pas avoir peur des responsabilités, pas avoir peur de prendre mais t'as la parole. T'as des tips à partager parce que c'est un vrai sujet. Tu la rejettes, la peur. Ok. Tu la maîtrises. Tu dis, j'ai pas envie d'avoir peur. Ouais, mais ça, c'est facile à dire. Bah ouais, tu montes bien, viens monter à cheval avec moi. Tu pars à 60 km/h et là, tu vas voir, t'as plus le temps d'avoir peur. Donc, c'est de se jeter à l'eau, quoi. Ouais. Ok. C'est pas avoir peur. Dans l'action. Très bien. Exactement. Quelle est la leçon de vie que tu as pris le plus de temps à apprendre? Oh là là, je suis encore en apprentissage. Hein. Non, je pense que le truc que j'essaye d'apprendre le plus, c'est de prendre le plus de temps avant de réagir. Je réagis très très vite en général, donc j'essaie toujours d'attendre même une minute, une seconde de plus. Tu vois, c'est déjà pour moi très long. Je suis très rapide j'essaie d'être très très rapide, donc c'est difficile. Ça m'amuse de surprendre les gens parce que comme justement j'ai une apparence que je cultive vieille. Tu vois, par exemple là j'ai une barbe blanche, j'ai une cravate. Donc par exemple ça me fait rire parce que les gens disent t'es le dernier à porter une cravate. Je dis non, t'as pas compris, je suis le premier parce que tu verras, les gens vont y revenir. C'est pareil, moi je me suis plus rasé il y a 20 ans. Plus de 20 ans, les gens m'ont dit à l'époque Monsieur Owen Jones va te dire va te raser, c'est impossible, il n'y a pas de gens avec des barbes surtout en ressources humaines. J'en ris encore parce que mon interaction avec Lindsay Owen Jones qui était le patron de L'Oréal en août 2020 quand j'avais décidé de plus me raser a été très amusante parce qu'il m'a dit mais c'est génial, le contraire de ce que tout le monde m'avait dit, mais jusqu'à ce que je l'ai croisé, tu vois. À l'époque, j'étais très jeune et lui était déjà le patron de L'Oréal. Non, les clichés, les apparences, les machins, voilà. Non, tu vois, le truc qui me gêne, c'est que, par exemple, j'ai plus porté de cravate pendant 10 ans. Un jour, je suis revenu avec une cravate au bureau, tout le monde m'a dit tu vas pas tenir, et c'était il y a 10 ans. Donc maintenant, est-ce qu'un jour je vais revenir à l'apparence que j'avais, qui était pas avec une barbe et tout, parce que les gens qui m'ont connu tout au début, quand j'étais même ici chez L'Oréal, je ne portais pas de barbe. Donc c'est toute une aventure, tu vois, ça fait partie de mon apparence aujourd'hui et ça me protège en fait. Et c'est ton. Ah, ça me protège à mort. Bah oui, parce que j'ai une apparence de banquier magnifique. T'es toujours en costard, hein, ça je te vois, toujours nickel au costard. Bah c'est magnifique parce que d'abord c'est un message que je passe sur pour moi, une espèce de valeur, la France, un côté élégant, ça me fait rire. Je pense qu'on est quand même plus élégant en costume qu'en espèce de pupule. Mais le pupule, c'est confortable, ou l'espèce de sweat, mais je me dis, c'est un message que je te passe à toi aussi, pour te respecter, tu vois. Tu te dis, tiens, le mec est comme un... Moi, tu vois, aujourd'hui, je suis venu serein, tu vois, je me suis dit, je vais... Non, mais tu vois, je vais mettre au niveau. Voilà, ça m'amuse. Moi, je te dis, je viens des classes moyennes françaises et justement, mon père ne portait pas du tout un costume tous les jours et ça m'amuse de le faire parce que je me dis que c'est un espèce de pas comme si j'étais arrivé à quelque chose, mais c'est un message que je passe. Voilà. Intéressant. Plutôt que de venir en survette. J'aime bien être en survette aussi, mais enfin, je pense que je passe pas le même message. Ouais. Je comprends très bien. Qu'est-ce que la réussite pour toi? Le partage. Pour moi, réussir, c'est pouvoir redonner. Tu vois, quand je redonne aux écoles où j'ai été, ou quand je redonne à plein de gens, je me dis que si j'ai les moyens de le faire, c'est fantastique. Si j'arrive déjà à faire tourner mes 4 enfants, le truc machin, et en plus à redonner en plus, voilà, c'est formidable pour moi, tu vois. C'est ça pour moi. Réussir, c'est partager, quoi. Ou là, tu vois, par exemple, dans le polo, aider encore plus des gens jeunes qui n'ont pas nécessairement de moyens. Tu vois, moi, il m'arrivait de faire des trucs. Si tu allais faire un interview dans l'univers du polo, tu rirais beaucoup parce que je pense que les gens après, ils se rendent plus ou moins compte s'ils discutent entre eux, mais individuellement, à qui j'ai, je sais pas, à donner un truc, un machin, un cheval, de l'argent, un truc pour aider, voilà. Moi, je pense tu sais, ma devise, ce que j'essaie d'expliquer à mes équipes, c'est aider, aider encore aider. C'est-à-dire quand les gens m'ont dit non mais on a déjà, tu irais là voir mes assistantes, j'ai la chance d'en avoir 2 plus une apprentie, elles vont te dire il dit trop oui ou il aide trop de gens. Moi je salue Aurélie d'ailleurs qui est très sympa. Qui est là derrière. Ils vont te dire il a aidé trop. Moi je trouve qu'on n'a jamais aidé trop. T'as aidé, t'aides encore et t'aides encore. Il n'y a pas de limite à aider. Je suis d'accord. Tu verras, micro fermé, tu vas leur demander, tu vas bien rigoler parce que je pense que la première chose qu'elles vont dire non mais il aide trop de gens. Enfin c'est elles d'ailleurs qui le font, mais on n'aide jamais assez de gens. Qu'est-ce qui te fait lever du lit le matin? Qu'est-ce qui te fait lever du lit le matin? Les rencontres. Ouais. Savoir que dans ma journée d'aujourd'hui, je te connais pas, je vais te rencontrer, je vais rencontrer plein de gens, tu vois, mon agenda va être fait, ou de gens que je sais qu'il faut que je vois parce que je vais pouvoir les aider, ou de rencontres. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Le meilleur conseil qu'on m'ait donné, c'est quand toujours des gens ont essayé de me raisonner ou de me calmer, ça m'énervait tellement que ça m'a renforcé
dans l'idée qu'il fallait que je garde ma différence, tu vois, parce que moi je suis considéré comme quelqu'un entre guillemets d'atypique ou différent. Et en fait, je suis pas du tout d'accord. Je suis exactement la norme. C'est mal me connaître, mais non, moi souvent, tu vois, quand j'étais plus jeune, on me disait mais il faut qu'il se calme, il faut qu'il se canalise. Mais au contraire, pas du tout. Très mauvais conseils. Donc les meilleurs conseils qu'on m'a donnés, c'était des très mauvais conseils que j'ai surtout pas suivis. C'est très compliqué, si tu veux, de donner des conseils. Je pense que ce que tu peux voir, c'est des exemples. Moi, j'aime bien observer, comprendre, suivre et m'inspirer. Maintenant, des conseils qui me sont directement difficiles. Ouais, je comprends. Pour me donner des conseils, si tu veux, c'est ce que je te dis. Moi, quand j'essaie de donner un conseil à quelqu'un, c'est que je le connais bien. Et que j'essaie de l'aimer et de lui donner d'essayer de faire un truc. Maintenant, la plupart des gens, ils ont aucune envie d'aller vers toi, ils t'aiment pas du tout, ils te balancent des feedbacks ou des trucs pour te limiter. L'homme est un loup pour l'homme, ma chère. Donc, si tu veux des conseils vraiment bienveillants, j'en ai reçu peu. Voilà. Des gens qui ont essayé de me comprendre, de m'aimer pour qui j'étais. Il faut aimer les gens pour qui ils sont, et pas pour ce que nous-mêmes, on rêve qu'ils soient. Ouais, bien évidemment. Et ça, c'est un truc, il faut le comprendre très tôt dans la vie. Et plutôt pousser les gens dans leur force, plutôt que de leur dire, je voudrais que tu me ressembles, ou machin. Donc, tu vois, quelqu'un comme moi, souvent, le conseil est de me calmer, machin. Ça me fait rire, ça me renforce dans mes convictions. Je suis complètement incalmable. Désolé, les gars. Trop tard. Il y a plein de livres, on en a parlé tout à l'heure. Plein, là, c'est encore une bibliothèque derrière. Tous les plein. placards, tout ça, regarde, là, partout. Là, c'est que des dossiers. Moi, j'adore être entouré par de l'écrit. C'est génial. Est-ce que tu as un livre à recommander? Plein. À me recommander et à recommander aux auditeurs, of course, Bien qui sûr. t'a marqué, mais vraiment un livre qui t'a marqué. Mais qui m'a marqué quoi? Mais tu veux dire dans ma vie? Ouais, dans ta vie. Ah bah, si tu veux lire un livre qui m'a marqué, tu lis Céline, tu lis Bernanos. Pourquoi ça t'a marqué Céline, par exemple? Parce que tu vas vraiment au bout de la nuit avec lui, si tu veux. Je pense que vraiment lire Céline, c'est important de comprendre cette rage, ce qui se passait, et pas parce que est-ce que Céline était d'extrême droite, ça m'intéresse pas. Non, moi je pense que c'est intéressant, si tu veux, moi qui suis très intéressé par l'histoire, et c'est pour ça que je fais attention à tout, et que j'essaie de me comporter. Non, mais c'est les ça. dossiers très clean. Non, et j'essaie de me comporter, si tu veux, par exemple dans cette guerre très compliquée, justement de comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans les autres conflits, comment on se comporte. Je pense que sans passer l'histoire, enfin sans passer le présent n'a pas d'avenir, si tu veux, c'est que c'est par la connaissance précise du passé que tu arrives à tracer. Bien sûr. Moi, je recommande tu me demandes un livre qui m'a énormément marqué, il est difficile à trouver aujourd'hui. Il s'appelle L'identité de la France. Il a été écrit par Fernand Braudel. Il est en 3 tomes sur l'histoire, la géographie, la démographie. J'encourage tout le monde à lire Fernand Braudel. Voilà, ça c'est un livre extraordinaire. 1986, L'identité de la France. Ça évite à des hommes politiques français qui n'ont pas dû le lire de raconter n'importe quoi. Ou, tu vois, bon, lire, c'est ce qui sauve le monde. Donc, comme tu le vois, là, j'ai plein de livres autour de moi que je lis au fur et à mesure, que j'amène chez moi, que je donne après. Ce que tu dois savoir, c'est que j'offre des livres à mes équipes régulièrement. Et du coup, vous avez un club lecture, vous débriefez? Non, ils pour des commentaires. Parce génial. que je leur commente les livres. Tu vois, j'ai plein de livres très différents. Là, par exemple, la dernière fois, je vais le remercier, il y a un auteur qui m'a dédicacé un livre. Qui est un livre très drôle, regarde. Là, tu revois qu'une partie. On est aussi là, et puis ah oui, il en a partout. Je suis sûr que tu vas le retrouver qui me fait rire. Ah oui, mais attends, non, parce que je l'ai peut-être filé. C'est Garbe. C'est un. Attends, il est là. Je connais pas. C'est des caricatures. Non, mais il y a tout. Ah, il est là. Je regarde là, il y a tout et c'est. Ah oui, il y a tout. Même incroyable. Et bien, c'est sur le télétravail. C'est Garbe. Il a fait Garbe sur le télétravail. Ça s'appelle Télétravail, je rigole. Et il m'a dédicacé, il m'a fait une caricature de moi. Moi, je suis considéré comme étant pas très favorable au télétravail. C'est vrai? Non. Moi, je suis pour la présence, je suis pour être ensemble. Ah, du coup. Je suis pour une forme de flexibilité. Mais pas du 100% remote, non, quoi. Mais non, c'est la meilleure façon de tuer la boîte. C'est vrai. Une entreprise, c'est une aventure, c'est ensemble. C'est pas les uns séparés des autres, n'ayant pas d'intérêt pour les uns et pour les autres. Désolé si vous entendez pas très bien, c'est parce que Jean-Claude se déplace. Oui, c'est pour ça. Oui. Il n'est pas devant le micro. Cette interview est trop drôle. C'est ce livre-là que je prends. Oui, je cherche le mien. Celui-là, c'est pour moi? Génial. Je te l'offre. Bah, je suis ravie. Du coup, je t'enverrai un livre. Si tu veux. C'est la meilleure façon d'interagir. Est-ce que tu as un mot de la fin? Bonne chance.
Bonne chance, le mot de la fin, c'est bonne chance. Et la chance, c'est quelque chose qui te sourit à partir du moment où tu vas multiplier les contacts, pas avoir peur des autres, aller à la rencontre. Provoquer la chance. Voilà, exactement. Donc, si les auditeurs veulent te suivre, je pense que je vais mettre ton contact LinkedIn et te suivront. Oui, bien sûr. C'est amusant, il y en a plein, je pense à ça. Tu vois, c'est plein de cadeaux différents. Là, ouais, c'est fou. Génial. À Merci bientôt. beaucoup. Merci à toi. Merci.